Ces dernières années, Guy Ritchie réalise des films très différents. D'Aladin et Agents très spéciaux à Le Roi Arthur, La Légende d'Excalibur et Un homme en colère. Mais pour un très grand nombre de spectateurs, il reste avant tout l'auteur de ces fameux films criminels cultes. Officiellement, ce genre peut être qualifié de comédie criminelle britannique ou de thriller de gangster. Mais honnêtement, aucun de ces noms ne reflète vraiment l'essence. Parce que Guy Ritchie a son propre genre unique et inimitable. Nous comprenons tous à peu près ce qu'est un film criminel de Guy Ritchie. Mais expliquer précisément de quoi il s'en est composé, comment et pourquoi cela fonctionne, ce n'est pas si simple. Je me suis moi-même sérieusement posé la question en revoyant, selon moi, ces 5 principaux films criminels. Et à un moment donné, je me suis surpris à penser que j'avais enfin compris en quoi consistait précisément ce détail qui rend les films de Ritchie si typiques de Ritchie. Slave. Ça nous fera gagner du temps. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre si Guy Ritchie a sa propre formule, qui a essayé de la reproduire et qui y est réellement parvenu. Et à la fin, je citerai 7 films que Guy Ritchie n'a pas réalisés, mais dans lesquels on ressent indéniablement cette fameuse ambiance. Demandez à un cinéphile ou à un critique ce qu'est le style de Guy Ritchie, vous obtiendrez presque toujours la même liste. Tout d'abord, Ritchie est presque toujours décrit comme un réalisateur au sens aigu du rythme. Ses films sont comparés tantôt à des clips musicaux, tantôt à des publicités. Chez lui, un plan peut brusquement accélérer, puis s'arrêter net, puis repartir brusquement. Et le spectateur le perçoit instantanément, même si rien ne s'est encore vraiment passé dans la scène. Elle fait déjà très Ritchie, simplement à cause du rythme. Presque tous remarquent l'attention que Ritchie accorde à la musique, non seulement pour son bon goût et son flair pour les bandes-son accrocheuses. Chez Ritchie, la musique dirige littéralement la scène, elle lui donne son rythme et son intonation. Il arrive souvent que ce soit précisément le morceau qui devienne l'élément rendant une scène vraiment reconnaissable et mémorable. Ceci est en grande partie l'héritage direct des débuts de carrière de Ritchie. Si vous vous êtes au moins un peu intéressé à sa biographie, vous savez que Ritchie n'a pas de formation cinématographique spécialisée. Et il est arrivé au cinéma par la publicité et les clips musicaux. C'est précisément pour cela que son approche a toujours été très pragmatique. S'il existe une technique qui fonctionne, il l'apprend simplement et l'utilise sans trop de philosophie. La troisième chose que l'on remarque constamment dans les films de Guy Ritchie, c'est la structure narrative. Ritchie n'a presque jamais de scénario simple et linéaire. Habituellement, il y a plusieurs intrigues, plusieurs groupes de personnages, chacun avec ses propres intérêts. Pendant la majeure partie du film, tout semble être un chaos. Puis, soudain, toutes les pièces du puzzle s'assemblent en une image cohérente. Enfin, la quatrième raison d'apprécier Guy Ritchie, c'est évidemment ses personnages. Chez Ritchie, il s'agit toujours d'archétypes, pas de simples héros. Excentriques, stylés, parfois caricaturaux, mais toujours incroyablement charismatiques et mémorables. Donc toi, évidemment, tu es la grosse bite, et ceux à côté de toi, ce sont tes couilles. Et, en général, chacun traîne derrière lui une histoire louche, une mauvaise réputation, une anecdote qu'on raconte sur lui au pub, et bien sûr, un surnom qui en dit souvent plus sur lui que son vrai nom. Et c'est qui ce Harry ? Laisse-moi te parler de Harry Toupor. D'ailleurs, Ritchie ne sait pas seulement inventer de tels personnages, mais il sait aussi trouver chez l'acteur la note juste et la faire ressortir. De nombreux acteurs se sont révélés de façon inattendue sous sa direction. Brad Pitt était déjà une star mondiale, mais c'est dans Snatch qu'il a obtenu l'un des rôles les plus inhabituels de sa carrière, celui du gitan Mickey.
Hugh Grant, longtemps cantonné au rôle du héros charmant des comédies romantiques, s'est soudainement transformé chez Ritchie en un bavard et très dangereux prédateur. « Jouons à un jeu, Ney. Je ne veux pas jouer avec toi. » J'ai dit qu'on allait jouer. Raymond. Et à certains, Ritchie a littéralement offert un vrai tremplin. Vinnie Jones, ex-footballeur, avait la réputation d'être fou sur le terrain. Et après Arnaque, Crimes et Botanique et Snatch, il est littéralement devenu l'un des principaux visages du cinéma criminel britannique. Quoi mec, tu t'es acheté un nouveau solarium? Et bien sûr Jason Statham, n'est-ce pas? On distingue les durs des ringards, les nécessiteux des assoiffés, et ceux qui me croient de ceux qui ne me croient pas. Avant Ritchie, il... C'est pourquoi je l'ai quitté et je faisais le commerce sur le marché. C'est pour ça que je l'ai laissé. Je suis allé chez Sou. C'est Ritchie qui l'a remarqué et rendu célèbre. Sans Guy Ritchie, il n'y aurait probablement ni ce Statham-là, ni ses citations célèbres et sa sagesse de mec. Et moi, j'ai l'habitude de faire ce que je ne devrais pas faire. Je marche à travers le feu, j'apprends à jouer du piano à partir de zéro. Cette main a été complètement arrachée et recousue par cette main-là. Autrefois, Ritchie trouvait lui-même des gens qu'il transformait ensuite en stars. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Maintenant, ce sont les stars qui viennent à lui, parce qu'elles comprennent que souvent, Ritchie s'est créé une image charismatique et marquante, qui peut rester longtemps dans les mémoires. C'est particulièrement visible dans le film sorti tout récemment, le 21 mai 2026, Argent sale. Au casting, on retrouve Superman et le sorceleur Henry Cavill. Il faut couper au plus court sur chaque trajet. Le chouchou de Denis Villeneuve, Jake Gyllenhaal. On reste dans l'ombre, et s'ils essaient de mordre, ils doivent perdre toutes leurs dents. La nommée aux Oscars, Rosamund Pike. Tu crois pouvoir l'affronter? Christopher Yves Joux, connu ici pour son rôle de Tormund Fléau des Géants dans Game of Thrones. Et bien sûr la belle Eiza González. Les garçons, suivez-moi en silence. Si l'on en juge par la bande-annonce, le casting et les images déjà disponibles en ligne, Ritchie n'a certainement pas perdu la main. Il y a tout ce qu'on aime chez lui ici. Des poursuites effrénées, de la tension, des héros charismatiques et même une intrigue très typique de Ritchie. Gros pactole, adversaire sérieux, équipe d'élite et un plan bien ficelé qui, je le sens, va forcément partir en vrille. Il faut tout préparer. Des mouvements. Détail. Formellement, c'est un film d'action sur une grande opération. Mais il semble que, cette fois encore, le film reposera moins sur la mission elle-même que sur les personnages et la chimie entre eux. Lors de la sortie de la vidéo, Dirty Money est déjà au cinéma. Et si cela vous intéresse, on pourra analyser séparément à quel point le nouveau Ritchie est vraiment toujours le même Ritchie. Car il s'est déjà nettement éloigné du thème des bandits. C'est pourquoi il est sans doute encore plus intéressant de suivre son évolution aujourd'hui. Il est rare qu'un réalisateur aussi culte, après tant d'années, continue de sortir de grands films de genre ambitieux. Argent. Revenons à l'ambiance de Guy Ritchie. En résumé, les principales caractéristiques de Guy Ritchie sont un montage façon clip, des arrêts sur image, des coupes brusques, une musique stylée qui porte littéralement la scène, des bandits charismatiques et hauts en couleur, un humour plutôt noir et grossier, et des dialogues pimentés de jurons. Mais voilà où réside l'ironie. Même si vous rassemblez tous ces éléments et essayez de les copier mécaniquement, vous n'obtiendrez quand même pas un film de Guy Ritchie. Parce que chez Ritchie, à mon avis, ce n'est pas seulement un ensemble de techniques, mais aussi un même motif qui se retrouve de film en film. Et tout cela, Guy Ritchie l'explique littéralement dans le film The Gentleman. Vous vous rappelez la première scène de The Gentleman, quand McConaughey évoque le roi des animaux? The Gentleman. Pour devenir le roi des animaux, il ne suffit pas d'agir comme un roi. Un coup de feu retentit, du sang éclabousse le verre. Ross qui érote. Et juste après, les fameux génériques stylés de Guy Ritchie commencent. The Gentleman. Pendant la majeure partie du film, nous sommes convaincus que Mickey Pearson se dirige inévitablement vers sa mort. Et ce n'est qu'à la fin du film qu'on nous montre ce qui s'est réellement passé. C'est quoi ce bordel? Et il me semble que c'est précisément dans cet épisode que se cache l'une des principales clés pour comprendre Ritchie en général.
Pas seulement dans ce film, mais dans toute sa formule criminelle et dans ce leitmotiv qui revient encore et encore dans presque chacun de ses films sur les bandits. Si on essaie de formuler, la formule de Ritchie repose presque toujours sur la même idée. Ces héros apparaissent peu convaincus d'être ici les plus intelligents et les plus dangereux et d'avoir compris les règles depuis longtemps. Tu te casses d'ici ou quoi? Et moi je prends tout. Chacun se prend pour un lion, le roi des animaux, un homme qui contrôle la situation et qui a déjà compris comment fonctionne ce monde. Jouons à un jeu, Ray. Et ensuite, à chaque fois, on nous montre que ce n'est pas tout à fait le cas, ou pas du tout. Rédacteur-correcteur à Kulikova. Semkin, il y a presque toujours quelqu'un qui voit plus loin, qui calcule mieux. Tu as juste passé quelques minutes dans la pataugeoire alors que je nage avec les requins depuis 20 ans. C'est à moi de t'expliquer la situation désormais. Cette formule fonctionne dans presque chacun de ces films criminels. C'est Mathieu qui a déclenché toute cette chaîne d'événements. Il n'a oublié qu'une seule chose. Par exemple, dans Arnaque, Crime et Botanique, Eddie s'assoit à la table de jeu avec la certitude d'être un joueur intelligent et qu'il pourra battre Harry. Mais il s'avère très vite qu'il ne joue pas au poker, mais à un jeu dont il ne connaît pas les règles. Il est temps de te plumer. Dans Snatch, Turkish, Tommy, Boris, et en fait presque tous les personnages sont convaincus qu'ils pourront tout calculer et garder le contrôle. Mais surtout, le cas de Mickey est particulièrement parlant. Tout le monde pense pouvoir le contrôler, mais il s'avère qu'il vit selon ses propres règles intérieures. C'est exactement cela qui fait échouer tous les plans. Dans Revolver, Ritchie pousse cette idée à l'extrême. Dans n'importe quel jeu, il y a toujours un adversaire et toujours une victime. Jake Green est persuadé que son ennemi principal lui fait face. Mais le film montre progressivement que l'adversaire le plus dangereux se trouve dans sa propre tête. Le plus grand ennemi se cachera là où vous le chercherez le moins. Jules César. Dans Rock'n'Rolla, Lenny Cole agit comme un homme qui contrôle toute la ville. Mais au fil de l'histoire, il devient clair qu'il n'est pas le maître du jeu, mais une partie d'un système qui commence à se fissurer. Dans The Gentleman, Ritchie encode cette idée dès la première scène. Mickey Pearson se présente à nous comme un alpha, le sommet de la chaîne alimentaire, mais on nous montre immédiatement que ce n'est pas le cas. Puis il retourne à nouveau l'histoire, montrant qu'il a finalement surpassé tout le monde. Et à la fin, il y a encore un retournement, suggérant que c'est peut-être la femme de Mickey Pearson qui est derrière tout cela. Il faut être un roi, c'est ce qu'a dit ma reine. Et ça... À mon avis, c'est quelque chose que Ritchie répète encore et encore. Un homme pense qu'il est roi et qu'il mène sa propre partie, mais au final, il se retrouve à n'être qu'un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Parfois, chez Guy Ritchie, le principal adversaire du héros n'est même pas un autre homme, mais la structure même du monde, le destin, le hasard, la chaîne des conséquences, une force supérieure que seuls quelques élus peuvent comprendre. Maintenant que nous avons à peu près compris en quoi consiste la formule de Guy Ritchie, nous pouvons aller plus loin et essayer de trouver 7 films qu'il n'a jamais réalisés lui-même, mais qui, par leur esprit, leur ton et leur ambiance, s'intègrent parfaitement dans son univers. C'est ce qui arrive quand on joue au gangster. Layer Cake obtient 5 sur 5 sur l'échelle de Guy Ritchie. C'est sans doute le film le plus fidèle à la formule de Guy Ritchie, sans qu'il l'ait réalisé. Le point de départ est très simple. Un dealer londonien veut quitter le milieu avec élégance, reçoit quelques dernières missions et s'enfonce progressivement de plus en plus. Dès le début, le héros se présente comme supérieur à la criminalité de rue. Ce n'est pas un bandit, mais un homme d'affaires, mais le film déconstruit méthodiquement cette illusion. On a l'impression qu'il calcule tout, garde ses distances et contrôle la situation. Mais chaque nouveau niveau de l'histoire montre qu'il y a encore un niveau au-dessus de lui. Champagne. Votre champagne ? Je n'ai rien commandé. Il y a ici un puzzle d'intérêts croisés, des dialogues typiques à la Guy Ritchie et un schéma caché dont personne ne comprend vraiment les règles. Et surtout une illusion totale de contrôle et la sensation que le héros se noie dans un système qu'il considérait d'abord comme son propre territoire. J'ai besoin de ma marchandise et de Duke. Je n'ai pas récupéré tes pilules. Donne-moi un jour de plus. Shloma t'appelle. Je ne connais pas Shloma, mais lui te connaît. Slovan.
5 sur 5 selon l'échelle de Guy Ritchie. C'est pratiquement une tentative de laboratoire de recréer la mécanique de Ritchie en dehors du code culturel britannique. Et ce qui est surprenant, c'est que par moments, ça fonctionne presque sans accroc. Le film repose sur une construction aussi vieille que le monde. On a pris la personne pour quelqu'un d'autre. Slevin se retrouve entre deux vieilles figures mafieuses, Rabi et Boss, et au début, il ressemble à un pion typique, condamné à servir de chair à canon dans la guerre des autres. Le boss veut te voir. Quel boss ? Notre boss. Ce n'est sûrement pas moi. Mais tout le film repose sur l'impression que quelque chose ne colle pas avec ce pion. Tout le monde pense avoir compris qui tient, qui en laisse ici. Et puis, il s'avère que la laisse était dans d'autres mains. Ici, il y a des personnages à la fois marquants et presque caricaturaux, des dialogues percutants et une énigme scénaristique qui ne se résout qu'à la fin. Fait curieux, les critiques ont accueilli le film froidement, tandis que les spectateurs ont adoré ce rebondissement, ce style et l'impression d'arnaque habile. Je tuerai, c'est certain. Kiss Kiss Bang Bang, 5 sur 5 sur l'échelle de Guy Ritchie. Le premier film de Shane Black avec Robert Downey Jr. et Val Kilmer dans le genre de la comédie noire a reçu 5 nominations aux Saturn Awards. Le petit voleur Harry Lockhart, en fuyant la police, se retrouve soudainement à une audition de cinéma où on le prend pour un acteur talentueux. Pour se préparer à son rôle de détective, on l'envoie auprès d'un vrai détective privé surnommé Perry. Un professionnel sarcastique qui regrette manifestement depuis qu'il connaît Harry. Et ensuite, le chaos classique commence. Des cadavres, des disparitions, un double jeu, des secrets de famille et des héros tellement sûrs d'eux qu'ils gâchent tout eux-mêmes en permanence. Le film ressemble à un film de Guy Ritchie avant tout par son rythme. On y retrouve les mêmes dialogues rapides, une ambiance de cirque criminel et une intrigue construite sur une chaîne de coïncidences absurdes. Sauf qu'au lieu des bandits londoniens, ici ce sont des névrosés hollywoodiens qui se comportent comme si toute leur vie était une scène mal répétée. Les critiques ont loué la satire et l'humour noir du film, et les spectateurs ont apprécié la chimie entre Downey et Kilmer. Nous avons besoin de Buddy Israel. Un vrai salaud. Il faut lui donner une leçon. Mise à prix. 4 sur 5 sur l'échelle de Guy Ritchie. L'intrigue est très dans le style de Ritchie. Un indique de la mafia s'est planqué dans un hôtel, sa tête est mise à prix, et une foule de tueurs à gages, de cinglés, de services secrets et de tous ceux qui veulent leur part se rassemblent autour de lui. Ici, on a une galerie de personnages bien typés et une violence présentée presque comme un carnaval. Cependant, une différence majeure subsiste. Chez Ritchie, le chaos finit par créer un schéma élégant, tandis que dans Mise à prix, il prime souvent sur le schéma. Ce n'est donc pas du pur Ritchie, mais une tentative de lui voler sa rapidité, ses personnages et son énergie. Les critiques trouvaient dans le film désordonné et chargé, alors que les spectateurs l'apprécient pour son énergie folle et ses fusillades. Oh les mains, non, mais j'ai un fusil. Et alors? Comment ça? Comme ça? 7 psychopathes, 4 sur 5 sur l'échelle de Guy Ritchie. C'est un cas très intéressant parce que le film ne ressemble pas seulement à Ritchie, il semble commenter et parodier toute une tradition du cinéma criminel post-Tarantino et post-Ritchie. Tout commence avec l'écrivain Martin qui n'arrive pas à terminer le scénario intitulé « 7 psychopathes ». Pendant qu'il se débat avec l'intrigue, son meilleur ami Billy, avec son complice Hans, gagne sa vie de la manière la plus absurde possible. Il vole des chiens puis les restitue au contre-rançon. Mais un jour, il vole accidentellement un Shih Tzu nommé Bonnie, le chien préféré du gangster complètement cinglé Charlie. Et le film commence à sombrer rapidement dans le chaos. Le plus intéressant ici, c'est l'illusion de contrôle. Martin a l'impression que c'est lui qui invente cette histoire. Mais peu à peu, il devient clair que l'histoire vit depuis longtemps selon ses propres règles et l'y entraîne. En plus, ici, le mélange d'absurde, de violence soudaine, et la sensation que derrière tout ce chaos se cache tout de même une étrange logique interne fonctionne parfaitement. Salut, on ne peut pas montrer le chien, on l'a volé à un maniaque. J'ai un flingue. C'est une voiture calme. Parle doucement ici, fiston, un pistolet. Ballet Train, 5 sur 5 sur l'échelle de Guy Ritchie. C'est aujourd'hui l'exemple le plus récent et évident de l'intégration de la formule de Guy Ritchie dans le courant dominant mondial.
Le tueur à gages surnommé Coccinelle, interprété par Brad Pitt, monte dans un train pour une nouvelle mission facile, puis découvre que plusieurs autres tueurs à gages se trouvent également à bord. Chacun a ses objectifs, ses comptes à régler et sa raison de déclencher un carnage. Mais ensuite, le film commence à fonctionner de manière totalement ritchienne. L'intrigue repose sur des lignes croisées, les personnages sont des surnoms ou archétypes, et le montage comme les dialogues font avancer l'histoire autant que l'action. Et le chaos se transforme progressivement en un système caché, où tout était lié par les décisions des autres, la main invisible du destin et le grand plan de quelqu'un. L'essentiel est que chaque personnage croit connaître les règles, alors qu'il joue en réalité selon celles de quelqu'un d'autre. Le film est plus lisse, américanisé, mais malgré cela, par ses caractéristiques, c'est l'un des films modernes les plus purs avec cette fameuse ambiance. Parce que si tu apportes du bien au monde, tu reçois du bien en retour. En oubliant comment tu gagnes ta vie. Et en 7e et dernier point, je voudrais citer un film qu'il n'est pas tout à fait correct d'inclure dans cette liste, mais qu'il était quand même impossible d'ignorer. Parce que ce n'est plus vraiment l'héritage de Guy Ritchie, mais plutôt l'un de ces films dont le jeune Ritchie s'est lui-même inspiré. Je parle de Tarantino et de son film Pulp Fiction. Dans une interview, Guy Ritchie a admis l'influence de Tarantino, précisant que ce qui l'avait marqué était sa manière de travailler les dialogues. Avec ce langage criminel audacieux, insolent, assuré, agrémenté de jurons bien choisis. Ritchie affirmait aussi que la structure de ses films était totalement différente, ce qui est difficile à contester. Néanmoins, à l'origine du jeune Ritchie, il y a vraiment cette impulsion tarantinesque des années 90 après laquelle le cinéma criminel est devenu beaucoup plus stylé, bavard et insolent. Honnêtement, c'est déjà un sujet à analyser en soi. Donc si vous voulez une analyse séparée sur le lien entre Tarantino et Guy Ritchie, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires.